Fadel Barro, qui est le coordonnateur pour l'Afrique de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Bonsoir Fadel. Bonsoir Evelyne. Avec moi également sur ce plateau, Salimatou Diallo de la Maison de l'Alerte. Elle est également protectrice des lanceurs d'alerte. Bonsoir Salimatou. Bonsoir Evelyne. Abdoulaye Mbow, bonsoir. Bonsoir Evelyne, je dis également bonsoir à madame, je dis également bonsoir à un ancien journaliste qui nous rejoint sur le plateau. Sinon, on est journaliste pour toute la vie. Est-ce que je suis un ancien journaliste même? Journaliste un jour, journaliste toujours. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Exact. Voilà, alors pour entrer de plein pied dans le sujet, Fadel, Georges Bernados disait dans une citation en parlant des lanceurs d'alerte qu'il faut beaucoup d'indiscipline pour faire un peuple libre. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette assertion? Oui, l'indiscipline dans ce sens ou la non-discipline. Discipline en tant que quelque chose qui est légalement constitué pour empêcher les gens d'avancer. Oui. Si la discipline consiste à fermer les yeux alors que le pays est en train de brûler, si la discipline consiste à voir autant de misère, autant d'argent, autant de saignées qui passent sous nos yeux dans des paradis fiscaux, si discipline autorise aussi qu'on nous vende n'importe quel produit, que les Africains de plus en plus dans tous les pays du monde sont victimes de ce capitalisme criminel, si discipline veut dire, l'indiscipline veut dire aller au-delà de ces disciplines pour prévenir les autres du danger qui s'abat sur eux, oui. Alors, quelle ligne de démarcation entre les lanceurs d'alerte, les activistes, les défenseurs des droits de l'homme? Est-ce qu'ils se retrouvent tous dans le même panier? Non, mais en fait, il y a beaucoup de... ils ne peuvent pas se retrouver dans le même panier. Le lanceur d'alerte est un citoyen qui, dans le cadre de son travail, je dis bien son travail, découvre des nuisances graves à l'intérêt général, il décide d'y mettre un terme. Je ne dis pas il décide de le dénoncer, tout simplement. Je ne dis pas il décide de le révéler, tout simplement, comme peut le faire un journaliste. Mais il décide d'y mettre un terme. Donc, c'est un engagement. Et ce n'est pas un activiste qui peut se faire l'écho sonore des révélations d'un lanceur d'alerte, par exemple. Et dire que je porte ce combat pour apporter plus de justice, pour qu'il n'y ait pas d'impunité sur ce dossier. Ça, c'est l'activiste, c'est un militant qui est sur le chemin. Alors que le lanceur d'alerte peut être anonyme. Aujourd'hui, par exemple, regarde les Pandora Papers dans le monde. Est-ce qu'on connaît les lanceurs d'alerte qui ont été à la base de la fuite? On ne les connaît pas. On ne connaît que les journalistes qui les ont révélés. Donc voilà, il y a des lanceurs d'alerte anonymes, comme il y a des lanceurs d'alerte qui décident, eux, de porter leur combat. C'est le cas de Mamadou, de Amadou Traoré aujourd'hui au Mali, qui décide lui-même de porter le combat, même s'il reste masqué, pour garder quand même un peu sa vie, parce qu'il est victime de menaces, parce que ça aussi, il faut le dire, les lanceurs d'alerte sont victimes de représailles, de menaces de mort, d'emprisonnement, beaucoup de choses dont il faut les protéger. Alors Salimatou, je posais tantôt la question à Fadel Barro parce qu'au Sénégal, on a tendance à confondre, on appelle tout le monde activiste, hein, membre de la société civile, tout le monde est appelé de nos jours activiste. Je pense qu'il est important d'éclairer ces notions qui sont encore très mal connues, très mal comprises. Je le dis en prenant exemple sur moi-même. Je ne savais même pas ce qu'était un activiste avant d'intégrer cette structure qui est la plateforme de protection des lanceurs d'alerte. Ça m'a en quelque sorte éveillée. Parce que j'ai compris que les activistes comme moi, on le comprend dans ma communauté comme étant des gens qu'il faut éviter à tout prix. J'ai compris qu'il n'en est pas le cas. Et les lanceurs d'alerte sont un peu comme ça. La situation est assez particulière et je pense que leur protection engage chacun d'entre nous. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui leur arrive et c'est pour nous qu'ils le font. De l'importance de se mobiliser et que chacun joue clairement et jusqu'au bout le rôle qui lui est assigné. Alors Abdoulaye Mbow, peut-on dire que les activistes sont des relais des lanceurs d'alerte, vu les deux définitions qu'on nous a données sur le plateau? Effectivement, je crois bien qu'aujourd'hui, les activistes peuvent bel et bien être des relais, justement, pour les lanceurs d'alerte. Mais il est important au Sénégal que l'on puisse définir le rôle de chaque véritablement groupe. Parce que vous l'avez dit, société civile, c'est qui exactement? Ça regroupe pratiquement énormément d'entités. Qui est protecteur des droits humains, pour ne pas dire des droits de l'homme de manière générale? Qui est activiste, autrement dit, un militant, et carrément présent sur le terrain, et qui se bat justement contre ce qu'il considère comme véritablement un facteur, une problématique qui peut s'abattre sur justement la population, pour ne pas dire des intérêts communs qui sont remis en jeu. Je crois bien qu'aujourd'hui, il faut que l'on aille dans le sens de donner
un contenu sémantique par rapport au champ lexical et pour véritablement pointer du doigt et savoir pointer du doigt qui est véritablement le lanceur d'alerte. En France, et j'allais dire en Europe, aujourd'hui, c'est bien défini. À partir de la loi Sapin, aujourd'hui, on peut savoir qui est lanceur d'alerte et dans quelles conditions faudrait-il justement protéger ce lanceur d'alerte. Vous avez parlé d'indiscipline, mais je crois bien que Fadel a donné une bonne définition parce qu'à un moment donné, même en Europe et en Amérique du Sud, ceux-là qui luttaient pour l'intérêt général étaient pointés du doigt sous le dénominatif de anarchiste. Alors, lorsqu'on est anarchiste, est-ce que l'anarchiste est celui qui va accepter ce qui n'est pas droit d'être érigé en droit? C'est énormément de questions et aujourd'hui, il y a énormément d'enjeux autour des lanceurs d'alerte et ma foi, il faut que l'on ait ce courage, cette volonté populaire pour véritablement donner véritablement un visage aux lanceurs d'alerte et aller dans le sens de créer un espace juridique pour les protéger. Alors Fadel Barro, la pratique de lanceurs d'alerte est peu connue au Sénégal. La plateforme a lancé tout récemment une étude, un rapport qui a montré les différentes affaires qui ont été révélées par des lanceurs d'alerte aussi bien au Mali, au Bénin, en Algérie. Mais est-ce qu'au Sénégal, il y a des faits qui ont été révélés par des lanceurs d'alerte? Permettez-moi d'abord de rebondir sur cette question de mettre un visage dans mon journaliste a parlé. En fait, oui, mettre un visage dans le sens où définir un cadre juridique pour mieux protéger les lanceurs d'alerte. On en arrive sur le cadre juridique. Voilà. On en arrive. Oui. Donc juste voilà, pour dire que oui, aujourd'hui, il y a des lanceurs d'alerte. Le terme, Salimatou l'a dit tout à l'heure, est très... Le concept est très méconnu en Afrique francophone de manière générale. Ce n'est pas une spécificité sénégalaise. C'est beaucoup plus connu. Le whistleblower, ça fait partie presque de la culture des pays anglophones. Quand on parle de whistleblower, on le connaît. Les gens, ils ont tendance à vouloir le protéger parce qu'on sait qu'il est là pour l'intérêt général. C'est pour ça que nous faisons l'effort, dans la définition sémantique d'ailleurs, d'expliquer le terme dans nos mécanismes sociaux que nous avons ici en Afrique. Par exemple, le terme lanceur d'alerte en Wolof, ça existe. Ça existe dans nos cultures. Et c'est quoi le mot en Wolof? Mais qui ne connaît pas l'oiseau rétête? Pitim rétête en Wolof, pour nous qui venons du Saloum. L'oiseau rétête est un oiseau qui, à chaque fois quand il voit le danger arriver, même un bœuf qui va foncer sur les autres oiseaux, il commence, et surtout un serpent, un prédateur qui arrive, il commence à sonner l'alerte pour dire aux autres oiseaux, attention, il y a un danger qui arrive. Et ça nous l'avons vu et dans nos sociétés, ça existe. Il y a toujours eu des gens, quand vous allez voir, même dans nos imaginaires, je vais très loin en disant que quand on essaie de voir l'avenir, c'est qu'on essaie de voir le danger qui nous arrive et on fait des sacrifices pour juguler ce sort. C'est exactement ce rôle de guérisseur dont parlait le professeur Mboub lors de l'université des lanceurs d'alerte. Ce rôle de guérisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans sa société, est confronté à de vrais problèmes. Par exemple, il voit que la matière sur laquelle il est en train de travailler, ça peut être un banquier, ça peut être un fonctionnaire de l'État, ça peut être un fonctionnaire du ministère, ça peut être aussi un ingénieur, ça peut être un militaire, ça peut être un policier ou un gendarme qui voit les choses et décide de l'arrêter. Et sur ce terrain, on entend beaucoup plus les activistes, d'où la confusion qu'on fait entre lanceurs d'alerte et activistes. Un terme très simple. Le lanceur d'alerte, il arrive avec ses preuves. L'activiste, pas forcément, il n'est pas tenu. Très bien. Le lanceur d'alerte, il arrive, c'est celui qui a les données. Il arrive avec les données, les preuves de l'ampleur de la nuisance à l'intérêt général. C'est ça qui fait de lui un lanceur d'alerte. Mais par exemple, moi, l'activiste, je vous donne un exemple très simple. Regarde le cas de Petrotim, révélé par un journaliste de la BBC. Est-ce que vous savez que ce sont des lanceurs d'alerte qui sont derrière cette affaire? Après, les activistes, c'est un lanceur d'alerte qui a donné les données aux journalistes. Le journaliste de la BBC l'a traité. Les activistes ont mis en place une plateforme pour dire que pour dire que les activistes ont dit, écoute, désormais, on ne peut pas, on va accompagner ces lanceurs d'alerte. Le signalement qu'ils ont donné, on se l'approprie et on mène le combat populaire pour arrêter la nuisance à l'intérêt général. Donc, il y a une complémentarité entre les deux. Alors, je disais tantôt à Fadel que la pratique n'est pas bien connue au Sénégal et il a rajouté que c'est une pratique qui n'est pas très connue en Afrique francophone. Au Sénégal, spécifiquement, qu'est-ce que la plateforme fait dans ce sens pour la vulgarisation, même s'il y a des lanceurs d'alerte qui préfèrent rester dans l'anonymat? En effet, nous organisons assez régulièrement des ateliers de formation qu'on a appelés les ateliers des médias.
pour simplement expliciter davantage ce qu'est le concept. Vous l'avez dit, il y a les mouvements citoyens, il y a les activistes, il y a les lanceurs d'alerte et souvent on a tendance à les mettre dans le même moule. Mais le concept de lancement d'alerte dépasse de loin le simple fait de dénoncer. C'est vrai, ils se retrouvent en un point commun, ils ont un dénominateur commun qui est l'intérêt général. Mais le lanceur d'alerte va beaucoup plus loin que ça. Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malchance, parce que eux, ils n'ont pas choisi en réalité d'être des lanceurs d'alerte. Mais c'est leur bonne foi qui les a guidés. Et c'est un aspect extrêmement important quand on parle de lancement d'alerte. Il y a la bonne foi, c'est-à-dire que la personne qui décide de porter ce combat ne cherche pas un intérêt qui est personnel et qui est caché. D'où l'importance de redéfinir ce concept et de les expliquer afin de marquer les nuances qu'il y a et de bien les distinguer. Et nous, on accompagne la population à comprendre ces différences dans les nuances et les termes et surtout à les prendre comme des acteurs, une sorte de bouclier qui va relayer le message et qui va en lui-même contribuer à protéger ces lanceurs d'alerte-là. Alors, est-ce que toute personne peut se lever et dire, voilà que je suis lanceur d'alerte dans ma société, dans la mesure où le lanceur d'alerte peut être journaliste, il peut être un banquier, il peut être même, je ne sais pas, un fonctionnaire? Je crois qu'on ne s'autoproclame pas. C'est pour ne pas vous demander combien de lanceurs d'alerte y a-t-il au Sénégal. Vous n'allez certainement pas me répondre. Excusez-moi, mais moi je crois qu'on ne s'autoproclame pas lanceur d'alerte. On le devient souvent par accident, ou je devrais dire par nécessité. Parce que les personnes qui sont devenues des lanceurs d'alerte, il y en a qui refusent d'être appelés lanceurs d'alerte. Parce que pour eux, c'est énormément de risques, c'est énormément de sacrifices. C'est le cas d'Amadou Traoré, quand on lui a dit qu'il est lanceur d'alerte, il a refusé. Il s'est présenté comme étant un militant, mais les faits sont là. Il est lanceur d'alerte, qu'il le veuille ou non. Et donc, il est important de le souligner à chaque fois. Les lanceurs d'alerte, ils sont devant des faits qui font d'eux des lanceurs d'alerte parce qu'ils ont décidé d'agir et non pas de se taire non pas de rester dans le mutisme. Et je pense qu'il est important de le préciser. Alors, Abdoulaye Mbow, dans la pratique de journalisme, on peut dire que de temps en temps, nous, on se proclame ou on se comporte comme des lanceurs d'alerte et ça me permet également de parler de l'accès à l'information. Est-ce que c'est pas un frein pour les lanceurs d'alerte, mais également pour les journalistes que nous sommes? Est-ce que je peux me permettre oui, avant oui, allez-y rapidement, oui. Abdoulaye Mbow l'analyse, juste pour dire que le journaliste peut devenir un lanceur d'alerte, se découvre dans le groupe où il travaille toute une organisation qui nuit à l'intérêt général. Il décide d'y mettre un terme en le révélant. Là, il devient un journaliste d'investigation. Mais le journaliste d'investigation peut travailler sur une matière donnée par un lanceur d'alerte. Mais ce n'est pas la pratique des journalistes en soi qui est le métier qui est une pratique de lanceur d'alerte. Le journaliste donne de l'information, travaille sur l'information. Le lanceur d'alerte apporte l'information. Le journaliste peut devenir lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte donne la matière? Mais mais ici, vraiment, il faut le comprendre. Je vais donner un exemple. Vous travaillez ici au groupe des médias. Vous découvrez que des médias, il y a toute une machine qui est organisée de bout en bout. Je donne juste un exemple. Je ne dis pas que c'est le cas. Attention. Pour manipuler, par exemple, l'opinion publique pour aller dans un sens. Ça, si vous apportez les preuves de cette machination, vous lancez l'alerte en interne pour l'arrêter d'abord. C'est extrêmement important. Vous pouvez dire à l'interne, est-ce qu'on a des mécanismes pour arrêter cette nuisance-là à l'intérêt général, parce que ce qu'on sert, ce n'est plus pour l'intérêt général. À partir de ce moment, il devient un lanceur d'alerte. Mais ce n'est pas en faisant son métier de journaliste ou de DDH, parce qu'aussi il y a la défense des droits humains. Mais c'est dommage, au Sénégal, c'est le moment aussi de revenir un peu sur cela. Même les DDH, les défenseurs des droits humains ne sont pas protégés. Il n'y a pas de loi aujourd'hui qui les protège. Avant d'en arriver. Allez-y très rapidement avant qu'on revienne sur la protection des lanceurs d'alerte. Le développement était bien fait parce qu'en réalité, le journaliste, il est dans son rôle d'informer. Et après avoir vérifié l'information et avoir véritablement un contenu essentiel et qui pourrait profiter justement à l'intérêt général par rapport à ce qu'il délivre comme information. Ce qui n'est pas le cas pour le lanceur d'alerte. Parce que Fadel, il a donné justement une explication, mais par métaphore même, je pourrais dire que le lanceur d'alerte, c'est un saltégué engagé de manière patriotique. Parce qu'en réalité, celui qui anticipe sur un événement qui pourrait porter atteinte à l'intérêt général
effectivement, il est quelque part un prédicateur, et en tout cas de manière essentielle, en donnant l'information, en apportant l'information. Vous prenez l'exemple aujourd'hui de Greta Thunberg, la jeune fille suédoise aujourd'hui, que l'on connaît activiste, et par rapport à la lutte contre les changements climatiques. Mais vous prenez également Edward Snowden aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, qui a fui totalement son pays. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question par rapport à la protection des lanceurs d'alerte ne se pose pas avec acuité? Vous prenez Julian Assange aujourd'hui, qui est vu par certains comme un criminel, par d'autres, et c'est un véritable lanceur d'alerte par rapport justement au fait qu'il a eu à révéler. Donc c'est tout un ensemble. Mais l'un dans l'autre, en réalité, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'imbrication et par rapport justement aux différents rôles que joue justement le citoyen à partir de son travail. Et par exemple, il m'est arrivé qu'un banquier me saisisse pour dénoncer des faits délictuels qui se passent dans son institution financière. Lui, c'est un lanceur d'alerte. Mais il reste dans l'anonymat. Oui, il reste dans l'anonymat. À moi, journaliste, maintenant, d'aller dans le fond des choses en essayant, en tout cas, de donner un contenu croustillant, un contenu qui serait loin de toute forme de diffamation pour véritablement sonner l'alerte. Mais nous sommes dans des démocraties fragiles et il faut tenir compte de cela également chez nous, en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui peut être atteinte à la sûreté de l'État? C'est une question à se poser. Qu'est-ce qui est atteinte à la défense nationale? C'est une question à se poser. Qu'est-ce qui est fragilisation probable des institutions par rapport justement à l'alerte qu'on pourrait lancer? Je crois bien qu'il y a tout un tas d'arsenal à définir pour ne pas véritablement, en tout cas, mettre le pied sur ce qui pourrait se transformer à partir de l'alerte, ce qui pourrait se transformer en bourbier véritablement populaire et créer en tout cas des incidences qui impacteront dans la vie de chaque citoyen. Alors, le Sénégal a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption qui inclut la protection des lanceurs d'alerte, mais nous n'avons pas encore cette loi et je crois que la plateforme travaille dans ce sens. Quelles sont les avancées, mais également est-ce qu'il y a des blocages? Oui, ce qu'il y a, c'est que nos pays ratifient beaucoup de textes au niveau des institutions internationales, mais leur application reste à désirer. Il y a aussi des textes au niveau institutionnel qui parfois même favorisent la nuisance à l'intérêt général. Aujourd'hui, si on autorise un pays comme le Mali ou la Gambie à continuer à exporter du bois, et on sait que le bois est coupé dans tous les pays alentours, et que les gens ne respectent aucune réglementation, et parfois les gens disent qu'ils sont conformes avec la légalité. C'est là cela d'ailleurs où tout à l'heure vous avez parlé d'indiscipline est extrêmement important. La protection des lanceurs d'alerte en Afrique comme au Sénégal aujourd'hui, on n'a pas d'architecture juridique capable de les protéger, de s'ériger en bouclier. Il ne faut surtout pas voir en cela une menace à la fragilisation des institutions ou à la déstabilisation des États. Au contraire. Le lanceur d'alerte, quand on a parlé de rôle de catharsis, de rôle de guérisseur, c'est justement, il prévient d'une possible déstabilisation. Prenons le cas de la corruption. Tout le monde sait que la corruption déstructure les États. Tout le monde sait que ce qui s'est passé au Mali, avant que même le départ, pendant sous Amadou Toumani Touré, où les gens, tout le monde entier voyait une démocratie, alors que ce n'était que façade. Parce que la corruption avait atteint un tel niveau à tous les rouages de l'État, le pays a fini par s'effondrer. Aujourd'hui, prenons le cas du Sénégal. Le Sénégal est une démocratie qui est chantée, mais nous savons, nous, que le niveau de corruption à tous les niveaux et à beaucoup de niveaux dans notre société, dans nos rapports avec les institutions, dans nos rapports avec le bien public, dans nos rapports avec même entre nous-mêmes, c'est un vrai problème. Parce que cette corruption, c'est une défaillance qui entraîne un effondrement moral. Et ça fragilise, ça déstructure les États. Il ne faut pas qu'on mette le curseur de déstabilisateur sur ces lanceurs d'alerte-là, parce que souvent, quand ils prennent la parole, justement, c'est pour arrêter la corruption. Et depuis que la plateforme porte ce plaidoyer pour qu'il y ait cette loi, est-ce que vous avez senti une volonté des autorités? Il y a un léger frémissement. La plateforme est là pour toute l'Afrique de l'Ouest. Même les Gabonais nous ont saisis pour qu'on les accompagne, même si aussi ils nous avaient saisis, après ils n'ont pas donné de suite, pour qu'on leur donne en tout cas un accompagnement technique pour mettre en place des lois qui protègent les lanceurs d'alerte. Au Sénégal, il n'y a pas encore cette volonté-là. Il y a la société civile sénégalaise, sous le leadership de Amnesty,
International Sénégal qui propose, il y a une coalition qui regroupe toutes les organisations de la société civile pour proposer, faire le plaidoyer d'une loi de protection des défenseurs des droits humains de manière générale et y inclut et spécifier dans cette loi les lanceurs d'alerte. Mais c'est une initiative qui est en cours, Abdoulaye Seck en parle très souvent et nous aussi nous l'accompagnons. Mais nous faisons un plaidoyer, nous pouvons en parler, même si nous évitons d'aller vers les États pour leur dire que venez, on vous donne les mécanismes et les outils pour protéger la terre. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de ne pas faire de l'ingérence. Notre rôle, c'est de dire que voilà ce que nous avons vu ailleurs, voilà comment on peut protéger les lanceurs d'alerte et c'est à eux de légiférer. Mais cette dynamique de la société civile est encouragée. Mais au niveau de l'État, ça ne bouge pas encore vraiment. Voilà, Salimatou, je voudrais juste signaler que le Nigeria a adopté une loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Mais pourquoi au Sénégal, même si la plateforme regroupe toute l'Afrique de l'Ouest, pourquoi au Sénégal cette frilosité des autorités à aller vers cette loi? Je sais que nous sommes actuellement... Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de dérives maintenant? Une liberté de ton sous prétexte qu'on est en démocratie? Je pense qu'aucun prétexte ne saurait être valable. Et nous travaillons sur un avant-projet de loi. Et je pense que pour faire bouger les choses, on a besoin d'avoir des exemples concrets. Je pense que si les choses traînent, c'est parce que jusque-là, les lanceurs d'alerte n'ont pas encore le courage de s'affirmer pleinement. Parce que tout simplement, peut-être qu'ils ignorent qu'il y a cette plateforme qui est là maintenant et qui peut leur apporter le soutien dont ils ont besoin, tant sur le plan juridique que sur le plan moral. Mais s'ils veulent rester dans l'anonymat, comment ils pourraient insuffler auprès des autorités qu'elles puissent prendre conscience qu'il faut cette loi pour les protéger? Nous sommes là, nous menons le plaidoyer. Comme l'a souligné mon collègue Fadel, les lanceurs d'alerte, ils ont le droit d'être anonymes. C'est un choix qu'ils peuvent prendre. Et on ne peut pas les forcer à se révéler au grand public s'ils ne le veulent pas. Ce qui importe réellement, c'est que leur révélation aide à changer les choses qui ne vont pas. C'est que leur révélation contribue à construire un commun qui est positif pour tout le monde. Et donc, je pense qu'il faut être très patient et prendre les choses à la légère. Pardon, pas à la légère, mais prendre les choses avec beaucoup de courage et sérieusement, en prenant vraiment son temps. Parce que c'est vrai que la plateforme n'est pas très connue, donc on ne peut pas s'attendre du jour au lendemain à avoir ce grand bond-là. Donc, on prend le temps de construire les choses et de bien le faire. Donc, pour ma part, je ne suis pas du tout pressée. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais lorsque ce sera fait, ce sera bien fait. Et ce ne sera pas que des textes qui ne servent à rien. Alors, protéger les lanceurs d'alerte, est-ce que les activistes également ne vont pas se lever pour dire il faut une loi pour protéger les activistes, il faut une loi pour protéger les défenseurs des droits de l'homme? Est-ce que ce n'est pas un couteau à double tranchant? Mais en tout cas, il ne faudrait pas quand même que l'on verse dans ce qui pourrait devenir une sorte d'anarchie. Parce que la démocratie, comme vous le dites si bien, laissée à elle-même se transformerait justement en anarchie. Donc, il faut quand même savoir encadrer. Un encadrement. Il faut savoir encadrer. Aujourd'hui, tout le monde peut se targuer d'être activiste. On sait en réalité quel est le rôle véritable de l'activiste sur le terrain. Même si au Sénégal, jusqu'à présent, il y a certains qui prétendent être des activistes, mais en tout cas, par rapport justement à une certaine démarche notée, en tout cas, donne l'impression d'être autre chose que des activistes. Cependant, on me reprochera d'être Fadel afro-optimiste, mais moi, vous parlez du Sénégal, on se singularise, mais moi, j'aborde toujours ces questions par rapport justement à une réflexion communautaire, parce que nous sommes dans un espace communautaire qu'est la CEDEAO. Nous avons les mêmes problématiques. Le Sénégal, le Mali, la Guinée, etc. La Côte d'Ivoire, nous traversons les mêmes difficultés. Nous traversons les mêmes menaces. La plaie, elle est béante partout par rapport au niveau de corruption, par rapport au niveau de prévarication, par rapport au niveau de détournement des deniers publics, par rapport à l'enrichissement illicite. Donc, je crois bien qu'il faut quand même que l'on puisse aller dans le sens d'avoir toujours une réflexion collective, une réflexion communautaire. La société civile dont vous parlez, Fadel, aujourd'hui, au-delà de la coalition de la société civile sénégalaise, cette coalition devrait pouvoir être une coalition des sociétés civiles ouest-africaines pour pouvoir avoir une réflexion beaucoup plus hardie, beaucoup plus profonde, beaucoup plus pertinente, beaucoup plus objective et qui pourrait mieux peser sur la balance des prises de décision. Je crois bien que si on arrive à cela, le lanceur d'alerte malien aujourd'hui pourra se sentir véritablement, en tout cas, mieux protégé et très bien protégé parce qu'ici, on le sait pertinemment, les lois sont faites pour être
véritablement violées. Les lois sont faites pour ne pas être appliquées totalement. Les lois sont faites pour ne pas connaître un suivi total et profond. Mais justement, il faut en finir avec ça. Oui, mais c'est pourquoi, c'est pourquoi moi, en fait, je dis que je suis afro-optimiste. Parce qu'en réalité, ce plaidoyer, on le porte. Afro-optimiste et pessimiste en même temps. Oui, quand je dis que les lois sont faites pour être violées, c'est parce qu'en réalité, c'est par rapport au singulier du pays. Mais quand on parle au pluriel de la pensée communautaire, je crois bien que ça pourrait changer les choses. Il ne faut pas laisser une once il ne faut pas continuer plutôt à laisser une once de possibilité à ces criminels qui fragilisent non seulement les institutions, mais qui ne permettent pas une école décente pour nos enfants, une atmosphère de vie où il n'y a pas de loi, et cette possibilité que l'état de droit, on peut négocier avec. C'est justement cette pensée que les lois, finalement, on peut toujours s'arranger avec elles qu'on en est arrivé à cette situation-là. Moi, je suis militant pour moi, il faut être assez fermé, assez rigoureux sur les textes que nous signons. Ce n'est pas maintenant parce que ce n'est pas effectif qu'il n'y a rien à faire. Autre chose sur laquelle je suis d'accord avec Abdoulaye Mbow, c'est que oui, aujourd'hui, on peut faire des choses au niveau de la CEDEAO. Encore que la plateforme englobe, c'est une plateforme pour l'Afrique. Si la CEDEAO avait pris des directives pour clairement expliquer ce que c'est qu'un lanceur d'alerte, je ne suis pas pour d'ailleurs ces définitions-là parce que souvent ils prennent ce qui les arrange, mais souvent plus pour donner des directives de protection des lanceurs d'alerte, on aurait au moins un socle juridique à partir duquel on peut continuer à faire ce travail. Il y a un autre aspect qui me semble important, il faut le retenir. Quand Navi et Grady, deux Congolais, décident d'arrêter Dan Gadler, vous savez qui est Dan Gadler? Un multimilliardaire israélien assis à côté du président Kabila et qui pille toutes les richesses en cobalt de ce pays, qui est assis sur le cobalt où chaque humain aujourd'hui dans le monde entier, chaque terrien, qui manipule un smartphone, enrichit en même temps Dan Gadler parce que ce mec a réussi avec Kabila à contourner justement toutes les lois qui sont posées pour continuer à s'enrichir individuellement au moment où les Congolais, les Africains sont en train de croupir dans la misère. Et qu'il y ait deux Congolais qui décident, qui travaillent dans une banque et qui voient toutes ces saignées, décident de sortir les preuves de ça pour dire que ça ne peut pas continuer. On ne peut pas dire que les lanceurs d'alerte, chacun peut se lever un jour et devenir lanceur d'alerte. Finalement, si on les protège, on va ouvrir la loi à tout. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui débordent qu'on oublie ceux qui prennent des sacrifices énormes. Vous savez ce qui est arrivé à Navi et Grady? Ils ont été condamnés à mort par la loi congolaise au moment où les vrais criminels continuent de trinquer et de vaquer à leurs occupations. PLAF a été obligé de les aider à sortir du pays et aller se réfugier en France pour continuer à avoir une vie décente, eux et leurs familles. Voilà le type de genre de protection que nous apportons. C'est un sujet sérieux. Regardons-le même nous-mêmes dans notre métier de journaliste, au départ. Si on dit qu'on ne permet à personne d'y accéder, parce qu'il faut des lois, il faut des, le métier n'aurait pas le visage qu'il a eu aujourd'hui. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans l'accès à ce métier, oui. Des gens vont se lever, s'autoproclamer lanceurs d'alerte, on l'a vu. Nous-mêmes, et d'ailleurs c'est pour ça que des plateformes comme PLAF sont importantes. Parce que PLAF permet justement de distinguer la vraie de l'ivraie. On ne prend pas n'importe qui comme lanceur d'alerte. Quand vous arrivez à PLAF, on vous écoute. On prend vos signalements, on mène notre propre investigation pour voir si ce que vous apportez, vous l'apportez parce que juste vous êtes frustré dans une entreprise et vous avez envie de balancer les autres, ou bien parce que simplement vous êtes un mécontent sur quelque chose et que voilà, il y a un intérêt personnel à préserver, ou bien vous êtes quelque part, je ne sais pas, vous avez des problèmes, vous voulez juste dénoncer pour dénoncer parce qu'on vérifie tout cela. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait de nuisances graves à l'intérêt général. À combien Après, vous n'avez toujours pas répondu à cette question. Je vous dis que PLAF existe que depuis 2017, ici, au Sénégal. Ça a été lancé au Sénégal. Nous avons aidé les lanceurs d'alerte sud-africains qui ont été à la base de l'affaire de Gupta, la famille Gupta là, qui a fini par faire perdre le pouvoir à Jacob Zuma. Ce sont des lanceurs d'alerte sud-africains aidés par PLAF qui ont éclairé l'opinion sud-africaine sur ce cas de corruption d'une famille alliée
à un président de la République au point que le président a fini par perdre le pouvoir. Nous avons, vous voulez que j'en revienne? Je vais vous donner des noms. Jean-Jacques Lumumba. Je vous ai parlé. Non, je vous parle des lanceurs d'alerte sénégalais. Mais au Sénégal, je vais en arriver. Au Sénégal, il est vrai c'est encore timide. Parce que PLAF ne s'installe à Dakar que véritablement depuis un an. Les gens ne nous connaissent pas. Tout récent. Et ceux qui ont envie de donner des alertes, ils pensent qu'ils ne peuvent le faire qu'en se montrant. Alors que si vous venez à PLAF, on vous assure aussi tout l'anonymat requis, si vous le voulez. Mais ce que vous signalez sera bien traité. Et ça va prendre jusqu'à la justice. Mais l'essentiel, on arrêtera cette nuisance à l'intérêt général. Alors Salimatou, les lanceurs d'alerte travaillent beaucoup sur des sujets tels que la corruption. On sait qu'au Sénégal, nous avons l'OFNAC qui travaille également sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a une relation entre la plateforme et l'OFNAC? Est-ce que vous saisissez l'OFNAC? À ma connaissance, nous ne sommes pas appelés à saisir l'OFNAC. L'OFNAC est là, c'est une structure qui est censée être là pour justement accueillir ces lanceurs d'alerte-là. Mais l'OFNAC reçoit des plaintes venant des citoyens de quelque bord qu'ils se situent. Oui. Je vais vous donner mon avis personnel. Je ne pense pas que cela marche. Et je pense que... Et pourquoi? À ce jour, je n'ai pas... Parce que comme le dit Abdoulaye Mbo, au Sénégal ou en Afrique, les lois sont faites pour être violées ou bien... Mais écoutez, madame, les lois ne sont pas statiques et parfois il faut bien les bousculer. Si une loi est là et qu'elle ne sert pas vraiment ce pourquoi elle a été votée, il faut bien les bousculer. Et les lanceurs d'alerte nous l'ont bien démontré. On n'a pas encore un cadre juridique qui permet de les protéger véritablement. Les lois qui sont là, elles sont plutôt assez contraignantes. Si on vous explique ce que vous risquez en lançant l'alerte, non mais il faut vraiment un courage de fou pour oser lancer l'alerte. Il faut vraiment se sacrifier et sacrifier sa famille pour oser lancer l'alerte. Et je pense que cela, on ne peut pas se baser sur des supposées lois pour les protéger. Et c'est pour ça que PLAF existe. C'est parce que les lois qui sont là, qui existent et qui sont connues, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, il faut proposer une alternative. Ces lanceurs d'alerte, ils sont exposés à un niveau qu'on ne saurait imaginer. À un niveau qu'eux-mêmes, lorsqu'ils lancent l'alerte, ils ne pourraient imaginer. Et PLAF est là justement pour ça. Parce que ce qui est là ne marche pas, il faut proposer autre chose. Et nous, on n'est pas là pour parler contre la loi qui existe déjà. Mais on fait avec ce qu'on a. Et puis si l'OFNAC si par exemple l'OFNAC, qui est une institution, décidait de mieux protéger les lanceurs d'alerte et qu'il s'ouvre à la société civile sénégalaise. Et dans la société civile sénégalaise, il y a la plateforme de protection des lanceurs d'alerte. Eh bien, nous travaillons, nous allons essayer de voir comment on peut s'accompagner pour mieux protéger les lanceurs d'alerte. Est-ce qu'il y a des ébauches de vouloir travailler ensemble ou en collaboration? Ou est-ce que PLAF a une fois saisi, des membres de PLAF ont une fois saisi notre priorité, je vous ai expliqué tout à l'heure que notre priorité, ce n'est pas d'aller vers les États et de leur dire que nous faisons, venez, on vous montre comment il faut faire. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Nous, notre priorité, c'est quoi? C'est que quand il y a un lanceur d'alerte dans un pays et que ce lanceur d'alerte est victime de représailles, que nous l'accompagnons juridiquement. Nous avons des avocats qui sont là pour ça. Nous avons des techniciens, nous pouvons mettre en place en tout cas les enquêtes qu'il faut pour aider à mieux comprendre les révélations qu'il veut apporter. Et nous lui donnons aussi un accompagnement juridique. S'il décide de porter plainte, nous pouvons constituer partie civile et faire cette plainte avec lui pour l'aider en tout cas, à arrêter la nuisance à l'intérêt général. Notre rôle, c'est de protéger. C'est une plateforme de protection des lanceurs d'alerte. Nous ne pouvons pas remplacer les mécanismes qui sont mis à disposition par l'État, n'importe quel État, pour lutter contre la corruption. Mais pas remplacer ces mécanismes, ni remplacer l'OFNAC, mais vous pouvez au moins saisir l'OFNAC pour des cas de corruption. Oui. Avéré. Non, mais des cas de corruption avérés, quand il y a des cas de corruption avérés, et que quelqu'un décide, il y a eu combien de révélations au niveau de l'OFNAC qui ont été faites? Des enquêtes, parce que l'OFNAC peut mener des enquêtes, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais après, finalement, ça a fini où? La PLAF... Dans les tiroirs du procureur. C'est ce que me dit Abdoulaye Mbo. Oui, mais PLAF n'est pas une institution politique, n'est pas un mouvement politique. Nous ne sommes pas des activistes qui décident de dire que oui, l'État ceci, l'État... Non. Nous nous organisons, nous protégeons
la protection des lanceurs d'alerte. Allez-y. L'État a mis en place justement des institutions. Chaque institution, le rôle a été défini, les objectifs ont été définis. Je crois bien que l'OFNAC, s'il joue normalement son rôle, n'aura même pas besoin d'avoir un partenariat direct justement avec les lanceurs d'alerte. Moi, ce qui m'incombe, et je crois bien que c'est la chose la plus essentielle, c'est d'aller dans le sens d'avoir une loi qui va protéger les lanceurs d'alerte. Vous parlez justement des menaces, mais moi-même qui suis journaliste, Evelyne Mandjouba, nous pouvons être poursuivis pour recel de documents administratifs. Ce qui veut dire qu'en réalité, lors des baptêmes par rapport à nos lois, on tue des chèvres, ça crie tellement fort qu'on a l'impression que voilà, c'est bien encadré, alors qu'en réalité, il y a toujours ce problème absolu par rapport justement à l'interprétation, autant dans la lettre, autant dans l'esprit. Aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui la loi sur le terrorisme, sur le code pénal, sur le code de procédure pénale, ben on se dit carrément que quelque part le citoyen est menacé de corset, est menacé de guillotine par rapport à ce qu'il pourrait apporter comme solution par rapport à des problématiques qui se posent et qui s'opposent à l'intérêt général. Donc c'est tout un ensemble. Je crois bien qu'il faut avoir le courage de bâtir des lois fortes pour protéger justement ceux-là qui jouent pleinement le rôle de citoyen avec un engagement patriotique. Bon, avant de clore ce débat, je voudrais juste demander à Fadel Barro, qu'est-ce que PLAF fait concrètement pour qu'au Sénégal ou qu'en Afrique, dans les pays qui n'ont pas cette loi, qu'on puisse y arriver très rapidement? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine frilosité des lanceurs d'alerte qui ne veulent pas aller vers les institutions, vers les autorités. Qu'est-ce que PLAF fait en se cloisonnant? Je vais expliquer encore clairement que le rôle de PLAF. Mais d'abord, avant d'en arriver là... Très rapidement, oui. Oui, très rapidement, je dois juste expliquer que les journalistes, ils ont une corporation qui les défend. N'est-ce pas? Il y a des syndicats de journalistes, etc. Les droits humains, ils ont des corporations. Il y a Amnesty, il y a beaucoup de choses qu'ils défendent. Mais les lanceurs d'alerte, ils n'ont pas cette corporation. Et PLAF arrive, les organise, parce qu'ils ne sont plus des membres isolés, où chacun est dans son coin. Dernièrement, nous avons organisé à Dakar la première université des lanceurs d'alerte en Afrique, où il y a tous ces lanceurs d'alerte qui se courtisent, qui se rencontrent, qui se côtoient et qui discutent et qui comprennent et qui mettent ensemble. Il y a eu aussi des journalistes d'investigation de renom qui sont venus, comme c'était le cas de Anas, qui est venu du Ghana, le journaliste d'investigation masqué, et d'autres qui sont arrivés du Burkina, pour qu'on essaie de constituer un bouclier pour les lanceurs d'alerte. Notre rôle, ce n'est pas d'être là en face à face avec des institutions pour essayer. Nous voulons les pousser à améliorer le cadre juridique pour protéger les lanceurs d'alerte, d'une part. Mais comme il n'y a pas cette protection des États, nous voulons que les populations, que les collectivités, les avocats, nous formons des journalistes pour qu'ils comprennent mieux dans le cadre des médias. Nous formons des avocats au niveau du Sénégal et dans la sous-région. Nous formons les activistes. Nous formons toutes ces acteurs publics pour qu'ils constituent un bouclier autour des... Nous aurons certainement l'occasion de reparler de ce sujet dans nos prochaines éditions. Merci Salimatou, merci Fadel Barro d'avoir répondu à notre invitation. Merci Abdoulaye Mbo. Chers téléspectateurs, c'est donc fini pour votre magazine L'Essentiel. Dans quelques minutes, après la page publicitaire, je vous retrouve pour la grande édition du soir.